Perché sur son îlot rocheux au cœur de la baie, le mont Saint-Michel est l'un de nos plus beaux joyaux médiévaux. Son abbaye gothique dominée par sa statue dorée de l'archange Saint-Michel attire chaque année plusieurs millions de visiteurs. Un site unique en son genre qui mêle histoire millénaire, prouesse architecturale et panorama exceptionnel. Je vous propose de partir à sa découverte. Venez, suivez mes pas. Comment a commencé cette histoire du Mont Saint-Michel? L'histoire, elle commence vraiment au 8e siècle, quand un évêque qui s'appelle Aubert fonde la première église en l'honneur de Saint-Michel. L'archange lui a demandé de construire sur ce rocher un premier sanctuaire. Voilà pourquoi il culmine au sommet de cette abbaye. Non, en fait, l'archange est là parce que la République, qui était propriétaire de l'abbaye, voulait pas mettre une croix. Et comment le site s'est développé par la suite? Dès la fondation, les pèlerins affluent de toute l'Europe. Mais c'est à partir de l'installation des moines bénédictins, en 966, par le duc de Normandie, que le mont devient un des plus grands pèlerinages d'Occident. Le mont accueille plus de pèlerins que Saint-Jacques-de-Compostelle. L'immense majorité des pèlerins, c'est des hommes du peuple, c'est des paysans, mais aussi des grands seigneurs, les rois. Toute la société vient ici en pèlerinage. Quand on regarde cette abbatiale, c'est un chef-d'œuvre gothique, c'est une prouesse architecturale, non? Oui, c'est une prouesse parce qu'il a fallu poser sur cette montagne, à 80 mètres au-dessus de la mer, une église de 80 mètres de long. Et donc, il a fallu d'abord édifier des cryptes. Et il faut se rappeler que c'est les premières constructions du mont ont été construites avec les pierres du mont. Tout vient des îles Chausée. Les pierres étaient taillées là-bas. Et c'est la mer qui poussait les barges chargées de pierres. C'est au large, les îles Chausée? C'est à 30 km à l'horizon là-bas. Les siècles ont empilé les salles les unes au-dessus des autres. C'est une abbaye verticale. Et cette abbatiale elle-même, elle est le fruit de siècles de reconstruction. Depuis les premières pierres posées en 1023, il y a 1000 ans, jusqu'à l'archange posé en 1897 au sommet de cette flèche néo-gothique. Il faut se rappeler que pour les pèlerins du Moyen-Âge, le monde a une fin si la vie n'en a pas, et la fin du monde, elle est là. Voilà, ce qu'on découvre ici, c'est rien moins que la fin du monde et la porte du ciel. Voilà pourquoi ce lieu a fasciné les hommes depuis la nuit des temps. Mais est-ce que le Mont Saint-Michel a eu à un moment ou à un autre un rôle militaire? Oui, le mont est à la fois un monastère avec des moines, un lieu de pèlerinage, une ville avec des bourgeois, des commerces, et puis c'est une forteresse. Avec la guerre de 100 ans, au moment où les Anglais occupent la Normandie, eh bien commence le siège du mont. Un siège qui a duré 30 ans, et il nous reste les remparts de cette époque extraordinaire où le mont est rentré dans la grande histoire de France. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de destruction au fil de l'histoire? En 1000 ans, il y a à peu près un effondrement par siècle. Ah oui. Et je terrorise mes visiteurs en leur disant que le dernier, c'est 1818. Mais c'est pour nous bientôt, là, du coup. ça devrait être demain. L'histoire de l'abbaye est jalonnée par ces effondrements, ces incendies, 13 grands incendies. Et alors, après la période médiévale, que devient l'abbaye, le Mont Saint-Michel? Le mont va rentrer en décadence. Le nombre des pèlerins diminue, les rois ne viennent plus. Et ça va durer jusqu'à la Révolution. Mais, à la Révolution française, les quelques moines qui restaient vont être chassés et l'abbaye transformée en une prison. Mais ce passé carcéral qu'on a effacé lors des restaurations, il a sauvé le monument de la destruction. Parce qu'elle servait de prison, l'abbaye n'a pas été rasée, n'a pas servi de carrière de pierre. Mais en 1863, Napoléon III ferme la prison. On restaure l'abbaye et le symbole de cette restauration, c'est la flèche magnifique. Juste derrière moi. Qu'est-ce que c'est? On dirait une espèce de mini-cloître surélevé. Oui, c'est tout simplement une citerne. Elle date du début du XVIe siècle et elle a été construite pour alimenter en eau le logis de l'abbé, la partie où vivait l'abbé au sud. Et pour aller de son appartement directement dans l'église pour les offices, il dispose de ce petit pont. Nous sommes ici, sous la terrasse. Nous sommes aux origines de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Nous sommes à Notre-Dame sous terre. Oui, c'est la partie la plus ancienne de l'abbaye. Cette église, elle date du Xe siècle. Elle a été enterrée au XIe sous la grande église romane. Voilà pourquoi on est là, au cœur de l'histoire du mont. Et puis, il faut rappeler que la légende dit qu'elle occupe l'emplacement de la première église. Alors là, François, c'est quand même impressionnant. On a des blocs immenses de pierres encastrés les uns dans les autres. On pense que c'est tout ce qui reste de l'oratoire construit par Saint-Aubert, qui copiait une grotte italienne très célèbre à l'époque, le Monte Gargano. Et puis, à partir de cette maçonnerie informe, les siècles ont empilé sur d'autres siècles jusqu'à la silhouette magnifique du mont aujourd'hui.
Tout autour de nous, c'est une succession de voûtes très arrondies. On est dans l'art roman. On est même un peu avant, on est dans ce qu'on appelle l'art pré-roman. Et les moines ont utilisé des techniques qui rappellent la tradition gallo-romaine. Derrière vous, au-dessus de nous, on a des briques qui copient celles des Romains. Mais François, c'est curieusement bâti tout de même. Là où il y a une porte qui m'est inaccessible de là où je suis, comment c'est construit exactement? Ouais, la particularité de cette église, c'est qu'elle est double. On a deux nefs pour dire deux messes en même temps. Les messes qu'on célèbre ici pour les pèlerins et puis pour les morts, pour les défunts. Et puis enfin, derrière nous, les tribunes. Et ces tribunes, on pense qu'elles servaient à exposer le trésor. Les reliquaires étaient posés là-haut. Les pèlerins qui étaient là voyaient les reliquaires, mais ne pouvaient pas les voler, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on avait comme relique exactement? Des centaines de reliques. Mais à commencer par une pierre avec l'empreinte du pas de l'archange, un morceau de sa cape, une épée extraordinaire, un bouclier en bronze. Mais malheureusement, on a presque tout perdu à la Révolution française. Presque tout, ça veut dire qu'il en reste? La relique principale, il faut aller à Avranches pour les découvrir, c'est le crâne de Saint-Aubert, un crâne magnifique dans un reliquaire extraordinaire. Et là, sur le côté du crâne, il y a un trou. On raconte que c'est le doigt de l'archange qui a perforé ce crâne à Avranches. Mais François, là, vous me faites encore descendre, on va toujours plus bas avec vous. Oui, on descend dans les cachots. Alors ces deux cachots, ils ont été aménagés probablement pour les Anglais pendant la guerre de 100 ans, mais les portes, les verrous, datent du 19e siècle. Mais attendez, rien qu'en regardant votre trousseau de clés, là, je suis assez impressionnée. Alors il y a une clé qui ouvre presque tout, c'est la clé numéro 1, c'est le passe. Elle ouvre 80% des portes de l'abbaye. Et puis après, il y a des clés qui ouvrent une seule porte. Voilà, on mesure l'ancienneté du guide ou du conférencier au nombre de clés qu'il a. D'accord, donc vous êtes un très vieux Je suis un guide. très vieux conférencier. J'y vais, je me lance. Alors Pas Ariane, très je vous encourageant. recommande le cachot de droite. Pourquoi? Celui de gauche n'était pas vide la dernière fois que j'ai ouvert la porte. Ça m'amuse pas du tout. Il est pas drôle du tout, ce guide. Bon, allez, j'y vais quand même. Ouais. C'est parti. Oh là là. Mais c'est minuscule. Oh, pas tant que ça, Ariane. Il y a des Ah, c'est studios du luxe. parisiens qui sont à peine plus grands. Certes, mais là, qui était enfermé ici? Alors, les Anglais, donc ce sont des chevaliers anglais de la garnison que l'on capture. On a plusieurs noms, notamment un dénommé Nicolas Burdett, qui a passé 2 ans à peu près. Et puis, surtout, au 19e, c'est le mitard, c'est le lieu de la punition. Hein, l'immense majorité des détenus sont dans des grands dortoirs collectifs, mais ils peuvent être punis à l'isolement. Et ben c'est là, voilà. Et puis là, on a les latrines. Les latrines, c'est les toilettes qui sont coudées pour que les occupants, hein, c'est les Anglais, aient un minimum d'intimité. C'est des conditions qui sont rudes. Je veux sortir. François, faites-moi Ariane, le plus dur, c'est les 30 premières années. Non, non, mais ça va. Allez, voilà. Mais il y avait différents types de détention. Il y en avait certains qui étaient en l'air. Oui, dans la pièce au-dessus, Louis XI avait installé une cage en bois qui était suspendue par une chaîne. Et le malheureux se balançait à l'intérieur de sa cage. Alors je rentre. Oui, alors, On a Barbès du n'a bois. passé que quelques jours dans ce cachot, qui est, je répète, un lieu de punition, d'isolement. Il y a du bois partout Ouais. dans ce cachot. C'est plus confortable pour lutter contre l'humidité. Il y a un lambris, alors que l'époque, hein, qui est du 19e siècle. Puis on a les chaînes aussi. Oui, alors, Il faut pour être- imaginer qu'on était accrochés à ça. on peut. Il y avait des prisonniers militaires qui étaient enchaînés, avec parfois même des boulets. Il y a des graduations dans les punitions. Et c'est ici, François, je crois, qu'on aperçoit un peu mieux les graffitis d'époque, n'est-ce pas? Effectivement, sur cette porte, il y a par exemple quelqu'un ici qui était marchand de chevaux. Et puis surtout ici, un détenu qui a séjourné entre 1827 et 1846, qui détaille les endroits où il a été enfermé et qui termine avec 19 ans de souffrance et un cercueil. Et mon repos, Oui, écrit avec un petit S en bout. oui. Il y avait un instituteur pour 400 détenus à peu près. Et nous arrivons au cœur du Mont Saint-Michel, j'ai envie de dire. Au cœur de l'église abbatiale, c'est ça? Elle a une particularité, c'est qu'elle repose sur des cryptes. Hein, la pointe du rocher, elle est là, à 80 mètres à peu près. Et donc, pour poser l'église, il a fallu construire des cryptes. Sous le chœur, les bras. Et pour la nef, on a conservé la vieille église du Xe siècle, Notre-Dame-sous-Terre. Donc, on a 4 cryptes sous les 4 bras de l'église. D'accord, donc il y a un mélange historique, architectural également. Oui. J'imagine qu'on passe dans tous les styles, du roman au Bien gothique. sûr. La nef, elle, date du XIe, elle est de style roman. C'est une grande nef normande. Oui. Et puis elle contraste avec le chœur. Parce que le vieux chœur roman s'est effondré pendant la guerre de 100 ans. Et donc on a reconstruit à la fin
ce beau chœur flamboyant. Voilà pourquoi on a à la fois une nef romane, un chœur gothique. C'est un livre où toute l'histoire de l'architecture du Moyen-Âge est écrite. L'église que nous visitons est nue, il nous reste les pierres. Il faut imaginer que tout était peint avec des décors, les vitraux, les pavages, et puis le mobilier, le jubé, la clôture qui séparait les pèlerins des moines. Tout a disparu. Il nous reste un squelette de pierre. Il y avait le trésor, il y avait des statues, tout était lumineux. Comment vous expliquez cette telle aspiration vers le ciel, la hauteur? On a l'impression que c'est un défi pour les architectes de cette époque-là de faire toujours plus haut. Toujours plus haut parce que, clairement, les édifices montrent sur la terre ce qui nous attend au ciel. Et donc, pour le pèlerin qui rentre, il a véritablement l'impression d'être dans la demeure de l'archange. Mais ici, on a vraiment un enchevêtrement de pierres et de vitraux. Parfois même, on a l'impression que la pierre devient de plus en plus fine, une dentelle à peu près partout. C'est la fin du gothique et l'architecte qui a reconstruit ce chœur a voulu en faire une véritable cage de verre. Le triforium, c'est la petite galerie qui fait le tour intérieur, est ajourée, percée de fenêtres. Et la lumière arrive de derrière les piliers. Il y a un effet de contre-jour, une architecture illusionniste. C'est un magnifique exemple d'architecture gothique flamboyant, mais ce chœur, il copie les cathédrales du XIIIe. C'est vraiment un mélange des styles ici. Nous sommes, avec ces bas-reliefs, sur la Renaissance cette fois. Tout à fait, entre la nef romane, le chœur gothique, et puis là, les restes de la clôture qui fermait le chœur. Adam et Ève chassés du paradis. Et là, juste en face, on a un autre bas-relief. Est-ce qu'il lui fait écho? Tout à fait. Ouais. Et celui-ci représente Jésus qui descend au limbe et libère les âmes qui attendent pour rentrer au ciel. Voilà. Il y a toujours cette perspective du paradis promis, de l'espérance en la vie éternelle. Et si l'on vient au Mont Saint-Michel et dans son abbaye, c'est sans doute pour profiter de ce qu'on appelle la merveille. Mais qu'est-ce que c'est? On y est. La merveille, c'est la nouvelle abbaye gothique qui a été construite au début du XIIIe siècle. 2 énormes bâtiments de 40 mètres de haut, avec au sommet le cloître et le réfectoire. Donc c'est la partie où vivent les moines au Moyen-Âge. On appelle ça la merveille probablement parce que les pèlerins qui arrivaient par la grève découvraient cet énorme bâtiment gothique. C'est l'image de la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Et puis une autre hypothèse, c'est que les pèlerins visitaient le cloître. Et peut-être que les visiteurs, découvrant ce jardin incroyable, avaient l'impression d'être déjà au paradis. Mais comment fonctionne exactement un cloître? Le cloître, c'est le cœur d'un monastère, parce que c'est une cour autour de laquelle s'organisent les bâtiments où vivent les moines. Le réfectoire, le dortoir et bien sûr l'église. Mais c'est aussi un espace liturgique. Il y a des moments dans l'année où les moines ont des processions. Par exemple, on se lave les mains avant de passer au réfectoire. On a là-bas des lavabos. Et bien, ces lavabos peuvent servir aussi pour le lavement des pieds des pauvres, à l'image du Christ lavant les pieds le jour du jeudi saint. Et j'imagine que c'est un lieu propice à la méditation également. On marche, on prie. Au fond, là-bas, il y a 2 armoires qui servaient à ranger des livres. Et on sait qu'un moine devait, le bibliothécaire en quelque sorte, veiller à renouveler les livres à la disposition des moines. Car ces bancs, c'est pour s'asseoir, lire, méditer. Mais à quoi ressemblait la vie d'un moine autrefois? Ils étaient combien à vivre ici? Et comment était rythmée leur journée? Quand la merveille est construite, on est au tout début du XIIIe, il y a à peu près 40 moines dans le monastère. Il y a autant de serviteurs. En fait, il faut imaginer qu'en permanence, à chaque marée, une noria de bateaux qui amène, depuis les domaines que possède l'abbaye, de Granville à Cancale, tout ce qui est nécessaire à la vie sur le rocher. Et donc, il y a des serviteurs, il y a des domestiques qui gèrent l'intendance. À côté des moines, il y a aussi des novices, des enfants qui arrivent entre 8 et 10 ans pour devenir moines 10 ans après. Les manuscrits, c'est aussi des manuels scolaires. Aujourd'hui, des moines habitent-ils encore les lieux? Depuis les années 60, eh bien, une petite communauté religieuse cohabite dans le monument avec les agents du service public. Aujourd'hui, ils sont une petite dizaine. Oui. Il y a 2 frères, environ 8 religieuses, et ils sont locataires de l'État. Et ils vivent dans les logis abbatiaux, au sud. Nous cohabitons les moines, les fonctionnaires et puis les visiteurs. Au Moyen-Âge, il y avait les moines, les serviteurs et les pèlerins. Rien n'a changé. Je vois qu'il y a un nombre incalculable de colonnettes, il y a toutes sortes de symétries. Chaque partie du cloître semble se répondre. Est-ce que il y a quelque chose de réfléchi derrière, de mathématique, peut-être même de symbolique derrière certains chiffres?
Honnêtement, non. Par contre, si on devait parler de symbolique, il faudrait parler de ce jardin suspendu qui est ouvert sur le ciel. Et puis, la disposition des colonnettes. Les arcatures sont décalées. Les colonnettes ne sont pas deux par deux, mais elles forment une suite de trépieds, de triangles. Oui. Et ça, c'est original. On a voulu y voir un intérêt de solidité, de stabilité. Mais honnêtement, c'est plus esthétique qu'autre chose. Ce quad, c'est pas un carré, c'est un trapèze, mais on ne s'en rend pas compte. Parce qu'avec cette disposition des colonnettes, on a l'impression que c'est un cercle. Si avec le regard, vous tournez, les angles s'arrondissent, les angles visuellement disparaissent. Mon trapèze devient une ronde sans fin, ouverte sur le ciel. Mais François, il y a toutes sortes de sculptures qui viennent rythmer ces arcades. Et là, nous avons un agneau, c'est ça? Tout à fait, c'est l'agneau pascal, qui est l'image de Christ. Et cet agneau, il a été sculpté là, dans la pierre de Caen, en 1228, avec des anges qui l'encensent. Mais on a aussi le mal, le démon, sous la forme de cette sauterelle à la tête couronnée, ou un dragon un peu plus loin. Il y a tout un décor végétal, la vigne et des feuillages. Et nous voici à présent dans le réfectoire. Alors ce réfectoire a des dimensions quand même impressionnantes. Oui, une cathédrale pour manger. Et ce grand réfectoire, il est spectaculaire par sa luminosité. Quand on entre, on ne voit pas les fenêtres. Et quand on avance, le mur disparaît. Et puis, à cette lumière merveilleuse qui baigne la salle, eh bien, répond le silence. Alors qui dit réfectoire dit repas, c'est donc ici que les moines le partageaient. Comment ça se déroulait? Les moines mangent le dos au mur et les domestiques vont aux cuisines. Mais un moine fait la lecture. Depuis la chaire, pendant les 30 minutes que dure le repas, le semainier lit la vie du saint du jour et il lit avec une intonation particulière. Si on lit à voix haute, la voix roule. Oui. Il faut lire sur un même ton. On appelle ça recto tono. Ça donne à peu près ça. De la Sainte Pâque à la Pentecôte, les frères déjeuneront à midi et dîneront le soir. Mais à partir de la Pentecôte, durant tout l'été, si les moines n'ont pas de travaux agricoles... Voilà, 30 minutes comme ça. On lit sur un même ton. La voix répond à la lumière qui baigne dans la salle. C'est comme du rap. Voilà, ou un encéphalogramme plat. Les moines ne sont pas complètement végétariens, mais la viande, c'est pour les riches. Les moines sont par nature pauvres, même si ce réfectoire est digne des rois. Et mis à part ce moment de lecture, on ne parlait pas? Non, il y a tout un code de gestes pour les serviteurs. Il y a tout un code de gestes pour demander du pain, de l'eau. Le moine ne doit pas parler au réfectoire parce qu'il y a la parole. Le repas est comme une célébration, comme une liturgie. Et nous voici au niveau des terrasses du chœur. Alors là, l'architecture est très singulière, François, quand même. Exactement. À côté de l'abbaye romane, on a un chœur gothique parce que pendant la guerre de 100 ans, le vieux chœur roman s'est effondré. Et donc, à la fin de la guerre, quand les Anglais rembarquent, on rebâtit ce chœur qui est une miniature de cathédrale avec des clochetons, des pinacles, et puis au-dessus de nous, des arcs-boutants. Et puis, toutes sortes de gargouilles aussi, je remarque, des propres médiévales. Tout à fait, des gargouilles, mais il y a plus extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, ce qui est unique ici, c'est là. Regardez, Ariane, tout là-haut, sur le dos d'un des arcs-boutants. Un escalier? Un escalier qu'on appelle l'escalier de dentelle et qui permet d'accéder au toit. Bon, alors moi, je veux absolument y aller, mais tout de suite. On y va? On y va. Je vous suis. Alors là, je suis époustouflée. Je ne m'attendais pas du tout à ça, François. C'est extrêmement étroit. Je suis entourée de plein de petites tourelles gothiques avec une vue et une cloche qui m'accueille au moment où j'arrive au sommet. Incroyable. On est effectivement au milieu des pinacles du gothique et le petit escalier qui est là devant nous va nous permettre d'accéder au toit. Allez, on y va. Oh là là, mais il est extrêmement étroit cet escalier. Oh oui. Mais on va pas tomber? C'est assez solide? Ça devrait tenir, Ariane. Il est là depuis les années 1500 à peu près. Mais c'est très aérien parce que en fait, il y a des percées de lumière partout, au cœur de l'escalier même, comme si le vent pouvait s'engouffrer. Est-ce que ça permet au bâtiment d'être plus solide, tout à de fait, résister au vent? Tout à fait, le vent traverse, comme il contourne les pinacles, le vent tournoie autour de ce monument gothique.
Mais là, on est à combien de mètres d'altitude? On est à 110 mètres. Qu'on regarde en fait, à gauche, à droite, en haut, en bas, on en a plein les yeux. Depuis ce panorama, on découvre les 500 km² de la baie du Mont-Saint-Michel. On domine le village. Ouais. On a un phénomène particulier ici, ce qu'on appelle le mascaré. C'est la rencontre entre le courant de la rivière, qui va de l'amont vers l'aval, et la mer. Et donc il y a une vague qui envahit la baie. C'est effectivement un phénomène très impressionnant. Est-il unique au monde en fait? Non, Ce oui. Mont-Saint-Michel, dans tous les cas, perché comme ça sur son piton rocheux, avec cette mer qui l'entoure, on voit ça nulle part ailleurs, non? C'est tellement unique qu'un influenceur américain a prétendu que c'était faux, que c'était généré par l'IA récemment. Tout en haut, nous avons la flèche surmontée de cette magnifique statue dorée, l'archange. À la fin du 19e, on a remplacé la vieille tour qui était très abîmée par cette flèche au sommet d'une tour néo-romane. Les architectes redessinent la silhouette du mont, mais l'architecte, petit grand, ne peut pas terminer la flèche par une croix. La République est en guerre avec l'Église. Alors il propose une statue de Frémier, la statue qui à la fois nous protège du démon pour les catholiques et de la foudre pour les autres. C'est le paratonnerre concrètement. Elle est à quel mètre d'altitude? La pointe de l'épée, 157 mètres 10. Le rocher fait à peu près 80 mètres et l'idée c'était d'avoir presque le double. Alors là, je vois juste devant nous un épi qui est blanc mais qui semble comme décoloré. Et oui, il était doré, mais la dorure ne résiste pas très bien parce que le sable transporté par le vent est bien poli et a abîmé Corrosif. la dorure. Exactement. Mais alors pourquoi ça n'abîme pas notre archange? Alors la statue a été redorée il y a 10 ans. Dans 20 c'est ans, ça. dans 30 ans, ce sera peut-être comme cet épi. On va où là? Qu'est-ce qu'on va voir? On va aller voir la voie du Mont-Saint-Michel. On va voir. C'est merveilleux là, François. Ouais. C'est la cloche. Qui sonne la messe. Là, c'est la messe qui va commencer. Et donc, pour les 3 offices de la journée, la cloche sonne à la volée. L'horloge, elle est sonnée au marteau. Et là, elle teinte. Mais pour les offices, elle vole. La roue l'entraîne à la volée. Honnêtement, entre le vent qui s'engouffre par toutes ces percées, la cloche, j'étais complètement assommée. On a écrit, il y a un lieu où souffle l'esprit. Le Mont-Saint-Michel est un de ces lieux. Là, face à moi, j'ai une cloche relativement récente, mais la toute première cloche, quelle est son histoire? Alors, la première cloche dont on a la trace a été fondue dans les années 1040-1050. Et on sait qu'elle s'appelait la Rollonne, en l'honneur de Rollon, premier duc de Normandie. Elle était sonnée pour alerter quand les Bretons guerroyaient autour du mont. Celle-ci a été gardée pour le tocsin, le feu, la guerre et la brume. Quand la brume envahit la baie, on faisait tinter les cloches depuis le Moyen-Âge, et c'est au son des cloches que les pèlerins et les pêcheurs qui étaient dans la baie revenaient vers... Il y a 3 ans, on a électrifié la sonnerie. Mais jusqu'il y a 3 ans, pour tous les offices, un des moines tirait la corde. Alors moi, je l'ai fait pendant des années pour rendre service. Je m'envolais d'1m50 à chaque Non. fois, parce qu'elle fait quelque chose comme 800 kilos quand même. Là, je vois des inscriptions sur Oui. cette cloche. On a à la fois le nom du donateur, et le donateur, c'est l'abbé. Alors, il y a les armoiries de l'abbaye, et puis, il y a le nom du fondeur. Et là, ici, on n'a qu'une seule et unique cloche ou on en a plusieurs? Non, Deux, c'est la seule Ouais. dans le clocher de l'abbaye, mais dans l'église Saint-Pierre en bas, il y a 7-8 cloches. Voilà. Alors moi, je rêve qu'un jour, on remette des cloches, comme avant la Révolution, quand il y en avait 7 dans ce beffroi, qui est plus grand que celui de Notre-Dame de Paris. Si vous souhaitez, comme moi, visiter l'abbaye du Mont-Saint-Michel, eh bien, sachez qu'elle est ouverte toute l'année de 9h30 à 17h et puis jusqu'à 18h l'été. Prix de l'entrée entre 13 et 16 €. Ça dépend de la saison, mais c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'abbaye, abbaye-mont-saint-michel.fr.